Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous. Bonjour, c'est avec plaisir de pouvoir vous retrouver. C'est bien moi, Benacaps. Et Benacaps reçoit pour vous un homme qui a décidé de changer des camps, des frontières de côté pour devenir une autre personne. Un homme qui a pris la décision de ne plus faire marche en arrière, mais de pouvoir aller de l'avant et de témoigner qu'il était, pouvoir aider, encourager et aussi permettre aux autres qui sont encore dedans de pouvoir comprendre le danger qui s'y trouve. Et mon invité n'est que Fofo, Ramsès à l'époque. Bonjour Fofo. Bonjour ma soeur Béna. Comment tu vas? Ça va très bien par la grâce de Dieu, merci. Bon, Fofo, c'est vrai que quand les gens ils sont en train de nous regarder, on dit c'est pas Fofo qui est là quand même, le jeune délinquant à l'époque et tout ça. Avant d'abord de parler de tout ce que tu as eu à faire et comment ça s'est passé, parle-moi un peu de ton enfance. Comment ça s'est passé ton enfance? En fait, moi je suis issu d'une famille de deux enfants. Ma mère l'a eu moi et ma grande sœur. Ma mère l'a eu moi et ma grande sœur. Et puis venu en Europe ici, on s'est retrouvés à trois avec ma mère, ma grande sœur. Et puis il y a eu un petit problème familial. Ma grande sœur est décédée à l'âge de 10 ans. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul. Après, quelques années plus tard, ma mère se remarie avec un homme qui avait déjà des enfants et voilà, on a fait un regroupement familial et puis voilà, je suis issu d'une famille multiple, quoi. Aujourd'hui, je porte même le nom d'un Belge. Donc aujourd'hui, je m'appelle Cohenberg aussi. Donc c'est cet homme-là qui, je vous expliquerai plus tard, qui est cet homme-là. Et comme tu es en train de dire que allez, la famille a été recomposée, est-ce que cette façon que la famille a été recomposée, ça s'est passé facilement, difficilement, tu l'as accepté ou bien peut-être c'était pas quelque chose qui était déjà enfoui en toi négativement? Je l'ai accepté facilement parce que, comme je vous l'ai dit, on avait eu le décès de ma soeur, ma grande soeur, donc je me retrouvais tout seul. Et puis se retrouver avec d'autres grands frères et sœurs, c'était vraiment un bien pour moi. Parce que j'avais des gens avec qui je pouvais qui pouvaient me conseiller. J'avais des gens aussi qui avaient plus ou moins le même âge que moi, avec qui on pouvait jouer ensemble. Mais sinon, l'intégration s'est bien passée et on était vraiment bien. Donc c'était vraiment quelque chose de bien pour moi. Et comment ça se passait avec les parents, le nouveau beau-père? Mon beau-père, c'était je peux pas dire un mec parfait, mais un mec très bon, un homme très bon. En plus, mon beau-père était pasteur. Donc c'était vraiment un homme humble, doux, compréhensible et c'était vraiment un homme très chaleureux. Et franchement, j'ai grandi dans une très bonne éducation grâce à lui aussi. En vous entendre parler, on ressent déjà que votre enfance était déjà agréable parce que, bon, c'est vrai que vous avez perdu votre sœur aînée et qu'au moment où elle se remariée et que la famille a été récomposée, il y a eu quand même déjà cette bonne relation entre vous, il y a un bon feeling quoi, entre vous. Dis-moi, quel est l'élément déclencheur qui a fait que tu as été te retrouver ou tu es devenu délinquant? Bon, l'élément déclencheur, comme bon, la plupart de mes amis, leur élément déclencheur, c'était un manque d'affection. Mais moi, j'avais pas ce problème-là. Moi, c'était plutôt l'élément déclencheur, c'était plutôt que vu par un événement, je m'étais fait agresser. Je m'étais fait agresser, donc comme on dit dans le jargon, je me suis fait racketter. Donc on m'a volé mes chaussures, je me suis retrouvé pieds nus ce jour-là, et ce jour-là, c'était un choc psychologique. Et puis, comme j'étais devant des personnes avec qui étaient armés et qui étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus forts que nous, parce qu'à cette époque-là, moi j'étais écolier, donc je ne connaissais pas très bien ce domaine-là. Et tu avais quel âge? J'avais 14 ans. J'avais 14 ans, donc je ne connaissais pas très bien ce domaine-là, mais on savait qui c'était ces gens-là. Et puis voilà, c'est cet élément déclencheur qui a fait que je me suis dit un jour, moi plus jamais je me ferai agresser ou racketter. Plus jamais. Ben, c'est quelque chose qui arrive. Le fait d'être racketté, allez,
qui arrive un peu à tous les jeunes, si tu veux. Surtout quand on va à l'école, dans les quartiers, il y a toujours les grands frères, tu veux, qui va un peu s'imposer et tout. Bah, c'est arrivé. Mais quand tu dis plus jamais, jusqu'à quel point es-tu parti pour que cela n'arrive pas? Plus jamais, parce que pour moi, c'était une humiliation. Vous savez, les personnes qui nous ont raquettés, ils n'étaient que deux. Nous, si je me rappelle, on était 7, 8 personnes comme ça. Donc on pouvait gérer ça. Mais on n'avait pas la mentalité. Vous voyez, on n'avait pas la mentalité. Et puis quand on se retrouve devant ces gens-là qui sont prêts à tout, et puis quand on te présente un couteau et une arme que toi-même tu n'as jamais vu ça à part à la télé, ça choque quoi. Vous voyez, ça choque. Et pour le garçon pour le garçon que j'étais à l'époque, j'étais encore fragile. Vous voyez, j'étais encore fragile. J'avais pas encore cette mentalité. J'avais pas encore cette mentalité qui allait se développer plus tard quoi. Donc c'était un peu nouveau pour toi. C'était vraiment nouveau pour moi. Comme je vous ai dit, ça m'a vraiment choqué, ça m'a perturbé et j'en dormais même plus même. Ouais. Donc voilà. Donc choqué par ce qui s'est passé, et comme tu dormais pas, tu faisais sûrement des cauchemars. Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée pour que cela ne puisse plus arriver? Mais l'idée c'était que pour cela ne puisse plus arriver, c'était que de recréer la même chose que ces gens-là. Donc créer une bande à nous. La bande qu'on voulait créer, c'était juste pour une autodéfense, vous voyez, contre ces personnes-là. Parce qu'on se disait, si on crée une bande pour se protéger contre ces personnes-là, on peut rivaliser avec eux, même si on ne connaissait pas encore les mouvements, les gestes, mais on pouvait se mesurer contre eux. Donc c'était pour ça, c'était juste pour une autodéfense en fait. Et comment tu as commencé? C'est vrai, tu te dis plus jamais. Après, tu as cherché un moyen pour un peu couvrir tes arrières pour que cela n'arrive pas. Comment tu as commencé? Comment et tu as commencé à rassembler les puzzles pour que cela n'arrive pas? Comment est-ce que tu as commencé cela? En fait, c'est tout simple, hein. Comment j'ai commencé? D'abord, j'ai recruté en premièrement mes amis à moi, avec qui je traînais, les personnes qui se sont fait agresser ce jour-là. Donc, on a commencé avec eux. Après, ça va du bouche à oreille, hein, ça va du bouche à oreille. Donc, c'est comme on met une annonce pour un travail au boulot et puis que les gens ils viennent, ils vous appellent, mais sauf que nous, on acceptait tout le monde. Donc voilà, ça a commencé comme ça, du bouche à oreille, et puis le mouvement commence à prendre de l'ampleur. Et comment vous le recrutez? Il devait être comment? Il y avait pas de critères, hein. Il n'y avait pas de critères. Mais le plus important, c'est qu'on soit le plus nombreux possible. Il faudra qu'on soit le plus nombreux possible pour qu'un jour, ce genre d'agression, ça ne nous arrive plus, à nous et à nos proches. D'accord, vous devez être nombreux, vous avez commencé à recruter les personnes. Ça, c'était juste pour pouvoir se défendre. Mais en ce moment-là, je crois qu'il n'y a rien qui était arrivé. Et après, quand le groupe commençait à grandir, c'est peut-être par vous qui commencez maintenant à chercher, à vouloir vous imposer un peu? Quand le groupe commençait à grandir, le groupe commençait à se faire connaître. C'est vrai on a commencé à avoir un peu de succès, vous voyez, parce que quand il y a une bande qui est créée à l'époque, ça faisait vite fait le tour de Bruxelles, quoi. Et maintenant, ça attirait aussi de la jalousie, ça attirait aussi des femmes, ça attirait de l'argent, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de facilité. Et on commençait à prendre de l'ampleur, vous voyez. Et à cette époque, cette bande, on l'appelait KDD. Donc, ça veut dire Kaira Deder, ça veut dire les voyous, les voyous des costauds, les costauds des voyous, vous voyez. Non, vous étiez tous, il y avait que des costauds dans le groupe. On n'était pas tous des costauds, hein. On n'était pas tous des costauds, mais on était beaucoup étaient déterminés. On était costauds mentalement, je veux dire. Mais physiquement, c'est vrai qu'il y avait toutes sortes de gabarits. Donc voilà quoi. Et puis on prenait de l'ampleur, ça commençait comme ça, on a commencé à prendre de l'ampleur. Et c'est vrai que ce qui nous arrivait, la cause de la création de la bande, ben, nous on commençait à se venger sur d'autres personnes. Et voilà quoi, c'est comme ça qu'on a commencé à faire du mal aux gens. Commencer à faire du mal aux gens, vous étiez en train de défendre qui? Défendre plus vous, plus les personnes que vous avez recrutées, la famille. C'est qui vous étiez en train de défendre? Parce que c'est vrai que tu as été racketté, d'accord. Vous avez, tu as eu à former un peu ton groupe. Maintenant, vous étiez en train de défendre qui?
la famille, les personnes qui étaient recrutées. Quelles sont les personnes, les choses que vous étiez en train de défendre? Il faut savoir que dans une bande, on ne défend pas beaucoup de personnes. On défend juste nos amis, nos familles, c'est tout. Donc les gens qui sont autour de nous, on les défend. Mais ceux de l'extérieur, on s'en fout. Donc nous, on s'en prenait aux gens de l'extérieur, à part la famille et les amis. On s'en prenait plus aux gens de l'extérieur. Sinon, c'était juste ça, quoi. Et quels sont les dégâts que vous étiez en train de faire? À cette époque-là, c'était, bon, je vais appeler ça des dégâts mineurs, c'était plus des agressions, des agressions, des raquettes, des vols à main armée et on arrache aussi les sacs, quoi. Donc on appelait ça des vols mineurs, quoi, des petits vols. Donc vous êtes arrivé jusqu'au point à avoir des armes sur vous. Oui, des petites armes. Quand je dis petites armes, c'est couteaux, des petites armes, quoi, des couteaux. Non, à cette époque-là, pas encore, pas encore, parce que on n'était pas encore assez rodé pour avoir ce genre des armes-là. On n'avait pas encore les problèmes qui en suivra après, quoi. Quand vous dites à l'époque, donc il y a eu un moment aussi que vous avez eu des armes. Oui, oui, ça c'est maintenant, ça c'est la création d'une autre bande aussi. Ah, d'accord. Ah ouais. Ok. Donc la première bande, d'abord, comment je peux dire, c'est avec le poing. Avec le poing et tout ça. Mais comment, la deuxième bande, comment ça s'est passé? Tu as eu à laisser les autres pour faire une deuxième ou bien c'était, comment ça s'est passé pour la deuxième bande? En fait, la première bande quand on s'en est séparés, c'est que dans le groupe de la première bande, on commençait à avoir des choses qui ne nous plaisaient pas. Il y avait des gens qui s'étaient juste attirés par les biens, par la facilité. Donc, et quand il s'agissait d'agir, il y avait personne. Et puis maintenant, avec la première bande, on commençait aussi à avoir des moqueries sur nous. Vous voyez, les gens ne nous prenaient pas encore au sérieux aussi, parce qu'à cause de certaines personnes. Vous voyez, donc ils ont commencé à déformer notre nom. Donc comme je l'ai dit, on s'appelait KDD. Ils commençaient à nous appeler, excusez-moi du terme, caca double diarrhée. Donc vous voyez. Et puis voilà. Et puis quand on a vu ça, quand on marchait dans la rue, on nous appelait les caca double diarrhée. Nous, ça nous révoltait. Vous voyez, ça nous révoltait à cause de certaines personnes. Et puis on a décidé, à partir de ce jour-là, on a décidé de prendre dans cette bande-là les plus grands guerriers. Les plus grands guerriers, donc les hommes avec qui nous savons que voilà, ils agissent, ils sont toujours là, pour former une nouvelle bande. Et la nouvelle bande s'appelait MAF. La nouvelle bande s'appelait MAF. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment explosé. Et la deuxième bande, c'est toujours toi. C'est toujours toi qui a eu l'idée, qui a recruté aussi. Des frères à moi aussi qui sont aussi reconvertis. Maintenant, là, quand tu montes d'échelon, tu arrives maintenant à quoi? MAF, mafia africaine. Eh bien, on attend même la lourdeur de ce mot-là, la mafia africaine. Quand tu es arrivé au stade de la mafia africaine, c'était quoi l'objectif? C'était quoi le but que tu voulais atteindre? L'apothéose, hein. Donc le but c'était vraiment de se faire vraiment connaître comme les personnes qui étaient là avant nous, quoi. Comme nos aînés, comme on disait à l'époque. Donc les Nunchak ou les Kung Fu. Donc vraiment de se faire connaître comme eux, quoi. Et franchement, on y est arrivé. On y est vraiment arrivé. Ouais. Et comment? Vous avez déjà utilisé vos armes? En fait, là, quand on a commencé MAF, c'est là que les problèmes commençaient. Donc je vous explique. En fait, il faut savoir que quand on a fait KDD aussi, on a pris certains de KDD qui sont venus chez MAF. Et parmi maintenant des gens des MAF, beaucoup habitaient à l'époque quartier Simonis. Ouais. Et puis maintenant, à cette époque-là, comme on se faisait connaître, on bougeait beaucoup maintenant. Ceux de quartier Simonis, les grands quartiers Simonis, et ils venaient chez nous pour demander de choisir un camp. Parce que nous, à l'époque, on avait un camp neutre. On ne voulait pas rentrer dans une embrouille, on avait un camp neutre. Donc ils sont venus chez nous demander de choisir un camp. Et puis ils venaient chaque fois nous harceler parce qu'on habitait aussi dans leur quartier, donc ils voulaient savoir
qu'est-ce qu'on veut, quel camp on veut choisir. Et nous, comme on habitait dans leur quartier, on a dit qu'on va réfléchir. Et puis quand on marchait en ville aussi, on voyait un autre quartier, quartier Matongé. Quartier Matongé. Donc, quartier Matongé, c'est quartier Port de Namur. Quartier Port de Namur. Et puis maintenant, les gens de Port de Namur, à cette époque-là, c'est eux qui tenaient le monopole. C'est eux qui avaient le plus grand quartier, le plus grand nombre de quartiers. Et puis le choix était vite fait. Le choix était vite fait. On a choisi les plus forts, on a choisi les camps des vainqueurs, comme on disait à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a commencé à traîner avec les gens de Port de Namur. Et puis c'est à cause de ça qu'on a commencé aussi à avoir des problèmes avec les gens de Simonis, parce qu'on a choisi le camp de Matongé, Port de Namur, mais malgré ça, on vivait toujours dans leur quartier. Vous voyez, donc c'était un choix compliqué, mais c'est à l'époque, c'était le meilleur choix qu'on a pu faire, quoi. En ce moment-là, quand tu étais en train de monter d'échelon avec tout ce qui s'est passé, comment tu te sentais toi-même personnellement après les dégâts, après avoir massacré ou racketté ou intimidé une personne en rue, je ne sais pas quoi d'autre? Quand tu rentrais, comment tu te sentais? Est-ce qu'il y avait ce petit regret ou bien c'était une fierté de se dire là, je peux faire quand même plus que ce que j'ai déjà eu à faire? Non, vous savez, à cette époque-là, on n'avait pas de regret, hein, parce que ça faisait partie de notre quotidien. On était là, en fait, là où on prenait vraiment plaisir, c'est quand on faisait du mal à l'ennemi, surtout ça, quand on faisait vraiment du mal à l'ennemi. Donc quand on entendait que l'ennemi a eu un coup de couteau ou un coup de fusil ou un coup de hache, on prenait plaisir à ça, à entendre ce genre de trucs-là. Et nous, dans notre conscience, ça nous faisait rien, au contraire, ça nous jouissait, vous voyez. Et puis même quand, vous savez, quand on entendait même l'ennemi, il y a un quartier, dans un quartier, un ennemi est mort, on rigolait, on prenait plaisir parce qu'on disait, voilà, il a mérité. Vous voyez. Donc il n'y avait pas d'examen de conscience à cette époque-là, il n'y avait pas d'examen de conscience, on prenait juste plaisir à voir les gens souffrir, quoi. Euh, Pas des amis de conscience. Il n'y a pas eu un jour sur ton lit ou quoi, tu te dis quand même, là quand même j'ai dépassé les limites. Ou le fait de pouvoir te comporter ainsi, les parents disaient quoi? Est-ce que les parents, ils étaient au courant ou bien c'est quelque chose que tu faisais au secret que le parent ne savait pas? Non, dans ce milieu-là, les parents ne savent jamais rien. Les parents ne savent jamais rien. C'est un truc tabou, ça, parce qu'on a des règlements aussi. Ce qui se passe dehors reste dehors. À la maison, c'est vraiment, tu as une vie de famille, tu écoutes ta mère, tu écoutes ton père, tu fais ce que tes parents te disent. Mais quand je sortais de la maison, les parents ne savaient pas ce que je faisais. Ils ne savaient pas que j'avais une arme, ils ne savaient pas que je vendais de la drogue, ils ne savaient rien de tout ça. Donc c'était Il vraiment le un truc caché. ressentait. Attends, quand tu dis il ne le savait pas, quand même, ils ont quand même eu des soupçons, ils ont quand même eu un ami ou une maman, une tante ou un cousin ou un frère qui a eu quand même à vous rencontrer, faire tous ces dégâts, ou bien peut-être vous êtes bagarrés, il y a la police qui est arrivée à la maison. Il y a eu quand même toutes ces choses. Il y avait quand même il y avait rien, elle était au courant de rien, les parents. Ils étaient au courant de rien. Vous savez, hein, moi je dis toujours quand une mère aime son enfant, elle est prête à croire tout ce que son enfant dit. Ça, c'est mon opinion à moi. Parce que je parle de ma mère, là je parle de ma mère. Ma mère m'aimait tellement qu'elle se doutait peut-être de quelque chose, mais je ne pense pas elle se disait que mon fils, il est comme on le décrit à l'extérieur. Vous voyez. Parce qu'à la maison, j'étais vraiment un fils modèle. À la maison, je ne parlais pas de mes problèmes. Je ne parlais pas de mes problèmes à l'extérieur. Malgré que si je descendais, je pouvais mourir parce que j'étais dans le quartier ennemi. Mais ma mère ne savait pas tout ça. Vous voyez. Quand je marchais avec ma mère dans le quartier, j'étais armé, mais elle ne savait pas. Vous voyez. Donc voilà, donc c'est un truc tabou, c'est des choses qu'on ne dit pas à ses parents, ça. Et tes frères et sœurs aussi n'étaient pas au courant? Mes frères et sœurs non plus. Mes frères et sœurs non plus. Ils le savaient, mais ils ne connaissaient pas l'ampleur. Ils ne connaissaient pas l'ampleur de la bande, quoi. Et quand est-ce qu'ils ont été au courant? Parce que ça m'étonnerait quand même jusqu'à aujourd'hui, le fait de témoigner et tout, qu'ils soient au courant, mais il y a eu il y a eu quand même un moment où
les parents ont su, ou tes frères et sœurs ont su quand même qu'ils étaient au courant. Bon, en fait, je pense que la première fois que ma mère est au courant, c'est quand je suis rentré en prison, quoi. Vous voyez, quand on rentre en prison, vous passez devant le juge, la mère vient te soutenir avec les autres mamans. Et quand le juge vous relate tous vos faits, tout ce que vous avez fait, je pense que ça choque, hein. Ouais, ça choque, ça choque. Là, à partir de là, je pense que ma mère savait plus ou moins maintenant ce que je faisais de mes journées à l'extérieur, quoi. Vous voyez. Mais sinon, sur le fond vraiment de tout ça, c'est mon témoignage. Mon témoignage, là, elle avait vraiment tout compris que, qui j'étais vraiment en dehors de la maison. Combien d'années tu es resté, que tu as passé ton temps à faire tout ça? Combien d'années? Je peux dire 9 ans. 9 ans. Je peux dire 9 ans. Donc, toute la jeunesse, l'adolescence, tout ça, tu l'as passé. Mon adolescence, je l'ai passé, c'est vrai, dans la délinquance. Donc je peux dire de mes 16 ans, de mes 16 ans à mes 25, 26 ans, je l'ai passé dans la délinquance. Ouais. Quand même. Et vous avez parlé de la prison. Comment vous êtes retrouvés en prison? Parce que c'est vrai, il ne faut pas vendre la mèche. Vous êtes tous unis, solitaires entre vous. Donc, comment ça s'est passé pour la prison? On a dû t'attraper? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé en prison? En fait, moi, je me suis retrouvé plusieurs fois en prison. Plusieurs fois en prison. Déjà, la première fois, comment ça s'est passé? Parce que souvent, c'est qu'il y a de ceux, quand ils sont rentrés pour une première fois, ils disent, moi, une fois, pas deux fois. Mais chez toi, j'ai l'impression que c'était plusieurs fois. Non, parce qu'il faut savoir aussi que dans notre milieu aussi, la prison, ça fait partie aussi d'une option. Vous voyez. Donc, c'est comme la mort. Soit ce qu'on me dit souvent, c'est que soit c'est la prison, soit c'est la mort. Vous voyez. Donc, tu peux pas échapper, tu peux échapper à l'un, mais peut-être pas à l'autre. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Donc, la prison, c'était une option parce que dans ce milieu-là, tu fais des choses illégales. Tu fais des choses illégales. Et qui dit illégal, dit prison ou dit la mort aussi. Vous voyez. Donc voilà, moi la première fois c'était en prison et franchement pour moi c'était des camps de vacances. C'était un camp de vacances parce qu'on était tous réunis, moi et mes amis. Et malgré qu'on était là-bas, on gérait aussi la prison. Attends. Tu dis, malgré que vous étiez en prison, vous gérez aussi la prison. Comment gérer la prison? Parce que vous êtes là à cause des fautes, des infractions que vous avez faites. Et comment vous allez encore gérer la prison? Et tous ces gardiens, tous ceux qui sont dedans, là, ils font quoi, eux? En fait, quand je dis on gérait la prison, c'est qu'on avait le contrôle sur la prison par rapport au nombre qu'on était et par rapport au le lieu de travail où on nous mettait. En fait, quand on arrive en prison, parce que nous, on était rentrés pour des faits graves, on était rentrés pour des faits graves, et on nous a mis tous dans une section. On a passé des années dans cette prison-là, et à un moment, on a demandé du travail. Et puis, quand on nous a donné du travail, c'est là que je me suis retrouvé dans la section visite. La section visite, c'est le meilleur emplacement de boulot. Donc, quand je dis, donc, tout ce qui rentrait par la prison, ça passait par moi. Vous voyez. Donc, non seulement on avait le monopole en prison, et j'avais le meilleur boulot en prison aussi. Et les gardiens aussi, des fois, on les corrompt, on est en train de les corrompre, vous voyez, avec de l'argent liquide. Donc, tout ce qui rentrait en prison, ça passait par moi. Parce que forcément, c'est moi qui travaillais là-bas. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on avait le monopole en prison aussi. Et vous avez fait rentrer quoi en prison comme ça? Sans indiscrétion, bien sûr. Ouais, pas de souci. On a fait rentrer des GSM, de l'argent, marijuana. Donc, c'était plus ce style-là, quoi. Et moi, j'avais ma commission. Et puis voilà, ouais, je redistribuais, quoi. Mais quelque part, vous sentez même pas, comment je vais dire, allez, vous êtes en prison, c'est l'endroit où on se dit quand même que non, il va comprendre, il va essayer de changer et tout, mais c'était des vacances. Vous sentez même pas ce côté euh, discipline, ces côtés, allez, qu'on puisse un peu vous recadrer, quoi, pour que quand vous allez retourner dans la société, que vous soyez quand même des hommes.
Je sais pas, que vous soyez quand même des hommes qui ont eu le temps de pouvoir réfléchir et méditer sur leur vie. Franchement, recadrer en prison, je ne sais pas c'est quoi, hein. Je ne sais pas c'est quoi recadrer, hein, parce que il n'y a pas d'encadrement là-bas. Et il faut savoir que, excusez-moi, en prison, on gagnait mieux notre vie qu'à l'extérieur. Donc, on gagnait mieux notre vie qu'à l'extérieur. Donc, moi, quand j'étais en prison, je gagnais mieux ma vie qu'à l'extérieur. Et qu'est-ce que tu faisais de cet argent? En plus, en prison, il n'y a pas de compte, il n'y a rien. Tu faisais comment? Mais je le sortais, on le sortait via les visites. Vous voyez? Donc, on sortait l'argent, on sortait tout ce qui était liquide via les visites pour un placement dans le compte, ou on cachait ça en cellule. Donc non, mais à cette époque-là, la prison, vous savez, c'était vraiment comme une colonie de vacances, hein. C'était vraiment pas, on n'était pas dans cette optique-là où on a fait des bêtises, où on va avoir une grosse peine, on s'en foutait, nous. Nous, on voyait que voilà, on est là, on assume les conséquences et, et on continue notre organisation, quoi. C'était ça le but. C'était ça le but. Quelle est la chose la plus horrible que tu aies à faire auquel tu te dis, si c'était à refaire, ça, je le ferais, je le ferais pas. Ça, non, je le ferais pas. Vous savez, on m'a déjà posé cette question. Et puis, il y a un jour, je vous avais dit qu'avec mes amis, on était partis tirer sur des gens. Mais je viens de me souvenir qu'il y a encore une chose beaucoup plus horrible. Qu'un jour, et une fois, j'ai vu un ami, j'étais là, et il a ouvert le ventre de quelqu'un. Et voilà, que moi, j'ai pas pu arrêter ça. Donc, j'étais un peu complice. J'étais un peu complice de ça. Mais par la grâce de Dieu, cette personne, ce jour, n'était pas décédée. Donc, voilà quoi. Et quand tu as vu ça, comment tu as réagi? Ça t'a pas choqué? Ça t'a pas permis de pouvoir euh, réfléchir, se dire, purée, je suis arrivé jusqu'à ça, je devrais quand même arrêter. Vous savez, hein, personnellement, ça ne m'a pas choqué parce que si c'était eux, ils l'ont refait aussi. À l'époque, ils l'ont refait. Donc, moi aussi, j'ai subi des coups de couteau. Ils jouissaient de ça aussi. Vous voyez? Ils jouissaient de ça aussi. Donc, moi, je vois pas pourquoi j'allais commencer à me morfondre sur quelque chose. Voilà quoi. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais voilà. On sent la haine, on sent la vengeance, on sent le pouvoir, parce qu'il faut s'imposer. Et on sent aussi la richesse, la soif de l'argent aussi. Avec tout ce qui s'est passé, à chaque fois, j'essaie un peu de creuser pour savoir, avec tout ce qui est arrivé, que tu t'es pas remis en question de te dire que non, tu devrais arrêter. Donc, tu as dépassé même tes limites. Maintenant, dis-moi, quelle a été la chose qui t'a affranchi pour que tu puisses te dire, OK, c'est bon, maintenant je vais arrêter. Moi, en fait, c'est ma mère. C'est ma mère. C'est ma dernière incarcération. J'avais tout perdu. J'avais tout perdu. J'avais perdu mon argent, j'avais perdu ma maison, j'avais perdu mes voitures, j'avais perdu mon père. Donc j'avais vraiment tout perdu. Et il ne me restait plus que ma mère. Et puis ma mère aussi avait des problèmes de santé aussi, vous voyez. Et là, j'étais à cette époque-là, j'étais dans une prison qui était très loin en Andenne. C'est vers les Ardennes, là-bas, près de Liège, entre Liège et Namur. Et c'était très loin. Elle faisait ça en train et puis de là, elle venait à pied avec son problème de santé, vous voyez. Et mon père avait laissé mon petit frère de 7 ans que ma mère devait aussi s'occuper, vous voyez. Et puis voilà, c'est ça. Et à chaque fois qu'elle venait me voir, et à l'époque j'avais aussi une copine qui m'a quitté, et celle qui avait pris tout mon argent. Ouais, donc je me suis retrouvé avec un avocat prodéo. J'avais plus rien payé, donc j'avais plus rien. J'étais vraiment, comme on dit, un SDF, un vagabond, quoi. Plus rien. Et puis, c'est ma mère, en faisant d'aller-retour prison-maison, ça m'a vraiment interpellé. Et je lui ai dit, non, si je continue comme ça, je risque de la perdre. Je risque de la perdre et c'est ça l'élément déclencheur qui a fait que j'ai décidé de quitter mes amis. Et là, tu les as quittés en sortant de prison, ou bien c'est déjà dans la prison que tu prenais déjà cette conscience et des décisions pour pouvoir tout arrêter? C'est dans la prison, je prenais déjà cette conscience et cette décision de pouvoir tout arrêter. Parce qu'elle-même, elle me le disait qu'elle ne pourra pas tenir aussi longtemps. Parce que ça lui faisait mal de voir son fils
Parce que moi, avec ma mère, on a une très bonne relation. On a vraiment une très bonne relation. Ça le faisait mal de voir son fils s'incarcérer. Et puis même ces dernières prisons-là, c'était très difficile pour moi parce que j'ai plus cette motivation comme à l'époque d'avoir de toujours assumer mes conneries ou de vouloir tenir tête aux personnes quoi. Donc j'ai plus cette envie, j'ai plus cette niaque là. Et puis voilà, et maintenant je commence à me résoudre et comme je disais à l'époque, à faire passer le flambeau à quelqu'un d'autre pour que moi, comme on dit, pour que moi je puisse prendre ma retraite. Ah, d'accord. Il faut passer les flambeaux à quelqu'un d'autre pour prendre la retraite. Et comment les autres sont au courant que non, lui, celui-là, il a quitté la bande et qu'il n'est plus, il ne fait plus partie du groupe. En fait, la démarche, elle est simple, hein. Tu vois tes potes, tu leur dis que voilà, toi t'arrêtes. D'autres l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas. Mais moi, par la grâce de Dieu, mes amis l'ont accepté. Et ils ont vu ma conversion aussi à ce moment-là. Donc voilà, j'étais vraiment décidé. Parlons un peu de la conversion. Comment ça s'est passé ta conversion? C'est vrai qu'il y a eu le ras-le-bol, il y a eu cette souffrance, allez, de voir maman souffrir de ces situations. Et la conversion, comment c'est passé? En fait, la conversion, ça s'est passé un peu bizarrement. Une fois, d'abord, quand j'étais en prison en Den, j'avais fait le vœu, j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, franchement, si tu me permets de ne plus remettre mes pieds à Matongué et de ne plus refaire mes bêtises, je te suivrai. Parce qu'il faut savoir que quitter un quartier qui te donne autant de facilité, qui te donne une vie que toi-même tu ne peux pas t'imaginer, c'est pas facile. Vous voyez? C'est vraiment pas facile. C'est comme un drogué, du jour au lendemain, tu arrêtes sa cam. Il a envie voilà, de regoûter à ça parce que vous l'avez privé de ça. Mais moi, c'était pareil. Donc, quitter ce quartier, parce que j'ai connu que ça. J'ai connu que la facilité, l'argent facile. Donc, j'ai connu le succès, les femmes, tout. Et puis, en prison, j'ai demandé, j'ai demandé au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur Jésus qu'il m'aide à me permettre de sortir de ce quartier. Parce que c'était vraiment une emprise pour moi. Ça m'attirait, elle m'attirait toujours. Vous voyez? Et puis, quand je suis sorti de prison, j'ai remis les pieds, ça m'a vraiment dégoûté. Ouais, j'ai revu mes amis, j'ai vu qu'ils n'avaient pas changé. Et puis comme je me vois, je me suis dit non, moi ce quartier il est plus fait pour moi. C'est à partir de ce jour-là que j'ai dit j'ai plus mis les pieds. Et puis j'ai quitté le quartier en 2009. Et là, quand vous avez quitté le quartier, vous êtes parti où? Pour habiter où? Pour recommencer votre vie où? Quand j'ai quitté le quartier, donc là, on a quitté pour habiter à Braine-le-Comte. Donc je suis parti rejoindre ma mère à Braine-le-Comte. Et c'était une petite ville assez calme. C'était pas facile pour moi, mais ça valait la peine. Ouais. Et si c'était à refaire, tu veux encore refaire? Ah non, 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 non. Vous savez, quand vous goûtez au Seigneur Jésus, c'est la plus belle des choses, hein. Franchement, je vous dis la vérité, malgré que j'ai pas les mêmes moyens que j'avais à l'époque, mais j'ai la paix intérieure, c'est le plus important. D'accord. Avez-vous pensé à toutes les personnes à qui vous avez fait du mal? Après, à qui vous avez fait du mal aujourd'hui que vous êtes converti et tout, qu'est-ce que vous dites? Vous savez, je ne vais pas vous mentir, des fois je marche dans la rue, j'ai un peu peur pour moi aussi, parce qu'on a fait tellement du mal aux gens que certaines personnes ne savent pas que je me suis reconverti. Vous voyez? Ils ne savent pas. Donc, comme on dit, tout se paye ici-bas. Donc voilà. Je suis prêt à assumer les conséquences. Donc si quelque chose doit m'arriver, ben, ça m'arrivera. Mais sinon, voilà, je ne sais pas quoi dire. Moi, les personnes à qui j'ai fait du mal, c'est juste leur demander pardon. Parce que j'avais déjà vu certaines personnes, ils avaient demandé pardon, ils ont accepté mon pardon. Et sinon, voilà quoi. Et là, c'est l'occasion, c'est l'occasion pour ceux qui sont en train de nous suivre là, maintenant. Que pourriez-vous dire à toutes ces personnes à qui vous avez fait du mal, qui vous avez blessé, que aujourd'hui vous regrettez? Que pourriez-vous lui dire? Tout d'abord,
je suis vraiment désolé pour tout le mal que je vous ai fait. À vous et à vos familles, vos frères, vos sœurs, vos mères. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, on était dans une époque où on voulait suivre nos aînés, on voulait épater nos aînés. Mais quand on regarde ce que ça produit aujourd'hui, ça a plus produit de la haine qu'autre chose. Donc je vous demande vraiment de m'excuser pour tout le mal que je vous ai fait. Et qu'aujourd'hui je suis une nouvelle personne et je suis prêt à vous voir pour qu'on puisse parler de certaines choses aussi peut-être qui s'est produit. Mais mon pardon il est sincère, ma reconversion elle est sincère. Et je vous demande vraiment pardon de m'excuser pour tout le mal que je vous ai fait. Voilà. Quel serait votre mot de la fin? Là, nous arrivons à la fin de notre émission. Quel serait votre mot de la fin pour votre maman? Ah, maman. Là, on voit tous les sourires, on sent... Voilà, on voit tout. On sent vraiment cet amour de fils à mère-fils. Hein. Fils à mère ou fils-mère? Non, bon, soit les deux. Ça va de même père. Franchement, maman, tu sais bien ce que je pense de toi. Hein. Tu es la première femme de ma vie, tu resteras la femme de ma vie. J'ai même du mal à quitter la maison à cause de toi. Pourtant, même tu ne veux pas me chasser. Donc, ouais, maman, je te remercie pour tout, franchement, ce que tu as fait pour moi. Tu es vraiment la mère du monde. Et je te dis aujourd'hui, maman, c'est grâce à toi aujourd'hui si je suis là. C'est grâce à tes prières que, maman, que je suis encore en vie aujourd'hui. Parce que je vois vraiment l'amour que tu as pour Dieu. Et Dieu te le rend bien. Mais aujourd'hui, maman, je te dis encore une fois, maman, je suis le garçon le plus chanceux du monde d'avoir une mère comme toi. Tu m'as toujours soutenu dans toutes les prisons, dans toutes ces années. Tu ne m'as jamais abandonné. Toi-même, tu sais bien, maman. Mais bon, t'inquiète pas. La maison viendra bientôt. Si Dieu le veut. Je t'aime, maman. Non, là, on n'a pas bien entendu. C'est quoi le mot de la fin? Je t'aime, maman. J'ai pas honte de le dire. Je t'aime. Non, c'est vraiment... je tiens vraiment à te remercier d'avoir répondu à l'invitation de Benakeps. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien avec Fofo. Et c'est vraiment un témoignage très touchant, vraiment touchant. Je pense que chaque personne se retrouve au travers de ce témoignage, comme les jeunes, les parents, les adolescents, tout le monde se retrouve là-dedans. Alors, ce qui est important, vraiment, de pouvoir se convertir et donner sa vie à Jésus. Vous tous qui vous sentez abandonnés, méprisés, des fois, c'est des douleurs, des blessures intérieures que vous avez envie d'exprimer, de dire, mais vous le faites différemment. Mais j'ose croire qu'il y a toujours un jour de visitation et il y a toujours un changement. Et le changement arrive. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci bien. Au revoir. Bonjour, vous êtes bien chez Benakeps. Benakeps est là pour vous.